Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La tromperie sur la viande de cheval imputée à la société française Spanghero. Contrairement à ses dires, elle savait ce qu'elle revendait réellement aux fabricants des lasagnes, l'entreprise Comigel, qui, elle, a péché par négligence. Tous les détails dans ce journal. Au lendemain de l'annonce de l'abandon des 3% de réduction des déficits publics, la droite s'engouffre dans la brèche et dénonce les errements de la politique économique du gouvernement. Mais sur ce sujet, le FMI et Bruxelles sont beaucoup moins sévères, considérant qu'il faut de la rigueur, oui, mais pas du dogme au moment où la zone euro s'englue dans la récession. On en parle ce soir avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, le directeur de la rédaction du Point Étienne Gernel et le secrétaire national du PS François Calfon dans un instant. Et puis Anne Hidalgo, Rachida Dati, Nathalie Kosciusko-Morizet, la bataille de Paris est lancée pour 2014. Le fauteuil de l'actuel maire Bertrand Delanoë est très convoité. À droite, ce sont des primaires qui départageront notamment la maire du 7e arrondissement Rachida Dati et celle qui s'est déclarée candidate ce soir, NKM. La bataille s'annonce âpre. Plus d'éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les accusations sont graves. Dans l'affaire de la fraude à la viande de cheval, les conclusions des autorités françaises visent directement Spanghero. Selon les résultats de l'enquête, l'entreprise savait qu'elle revendait comme viande de bœuf de la viande chevaline et elle s'est rendue coupable de tromperie. Quant au fabricant des lasagnes, Comigel, il aurait péché par négligence. Tous les détails avec Florence Maurice. Aucun doute, Spanghero savait qu'elle importait du cheval et non du bœuf. Selon les éléments de l'enquête, il semblerait bien que le premier agent ou acteur de cette filière à estampiller bœuf de la viande de cheval provenant de Roumanie est bien la société Spanghero. Nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer que ces pains de viande étiquetés bœuf contiennent de la viande de cheval et pour certains de ces pains de viande, il s'agit de 100% de viande de cheval. Pour preuve, selon l'enquête, le code douanier figurant sur les lots de viande importés de Roumanie correspondait clairement à celui du cheval. Autre élément, le prix d'achat bien en dessous des cours du marché du bœuf, ce que la société ne pouvait ignorer. Spanghero est-elle pour autant l'unique responsable? Pas sûr. Le rôle du trader qui a fourni cette viande à Spanghero est ambigu. Il n'aurait pas menti sur la nature de la viande achetée, mais ses étiquettes n'étaient pas aux normes et l'homme, un citoyen belge, a déjà été condamné à de la prison pour trafic de viande. Quant au client de Spanghero, Comigel, elle aurait dû se rendre compte de la fraude, estiment les autorités. L'étiquetage de la viande reçue ne mentionnait pas le cheval, mais n'était pas conforme aux règles européennes. En outre, l'odeur et la couleur de la viande utilisée auraient dû alerter l'entreprise. Inadvertance ou complicité, l'enquête va se poursuivre pour le savoir et préciser les responsabilités de chacun. Et depuis ce scandale, des dizaines de types de plats suspectés ont été retirés des rayons de plusieurs enseignes. Mais que faire de toute cette nourriture toujours propre à la consommation et stockée dans des congélateurs? Eh bien, certaines associations se disent prêtes à récupérer ces denrées pour les redistribuer à des familles démunies, à condition bien sûr que la sécurité sanitaire soit respectée. Mais vous allez le voir, l'idée est loin de faire l'unanimité. Joachim Robb. Faut-il distribuer gratuitement la viande de cheval au lieu de la jeter? Dans cette antenne des Restos du Cœur, les bénévoles ne paraissent pas emballés à l'idée de récupérer les lots incriminés. Je pense pas qu'on les prenne. Non. Non, parce qu'il y aurait toujours un doute sur quelque chose. Non, je pense pas qu'on les prenne. Lever les doutes, s'assurer de la traçabilité de la viande avant de la servir, c'est aussi ce qu'attend le Secours populaire, qui espère pouvoir récupérer des lots. Il y a tellement le drame de la faim dans notre pays, ce serait vraiment dommage, ce serait criminel qu'il y ait de la marchandise qui est mangeable, qui soit jetée. Cette soupe populaire parisienne sert près de 130 repas chaque jour. Elle doit pour cela acheter plus de 50 kilos de viande par semaine. Alors forcément, des stocks gratuits seraient intéressants, mais pas question de les accepter sans garantie des autorités sanitaires. Ce qui me paraît gênant, c'est que le produit risque d'avoir des effets nocifs sur la santé des gens. S'il est établi que cette nourriture peut être distribuée à des gens et non pas jetée, nous ne la refuserions certainement pas si on nous la proposait, oui, c'est clair. Reste la question de la logistique.
Camions frigorifiques et chambres froides sont indispensables pour transporter et stocker la viande congelée. La plupart des associations ne disposent pas des équipements adéquats. Et dans l'actualité, c'est une conférence qui porte mal son nom tant le sujet divise. La conférence de consensus s'est ouverte ce matin pour trouver les meilleures solutions, évitant la récidive des délinquants ou des auteurs de crimes. Alors pour les spécialistes, l'aménagement des peines est une meilleure garantie que la prison pour éviter la récidive. L'alternative au tout répressif peut prendre des formes diverses. On voit tout cela avec François Goulin. Études et experts sont presque unanimes sur la récidive. Aménager la peine des détenus minimise le risque de rechute à la sortie de prison. Une libération conditionnelle, par exemple, génère 2 fois moins de risques, d'où l'idée de la rendre automatique. Certains professionnels du monde judiciaire préconisent la libération aux 2/3 de la peine pour les condamnés à moins de 5 ans de prison. Mais l'initiative ne fait pas consensus au sein du gouvernement, ni chez les parlementaires. Une autre mesure pourrait bien être inscrite dans la loi. Il s'agit de la peine de probation. Elle permet à un délinquant d'échapper à la prison en échange d'un certain nombre d'obligations de soins, de travail et d'un réel suivi. En cas de non-respect de ces conditions, il est de nouveau jugé et risque de finir derrière les barreaux. Les courtes peines sont également au cœur des débats. Nombre de professionnels souhaitent les abolir au profit de peines alternatives comme des travaux d'intérêt général, le bracelet électronique ou le suivi d'une thérapie. Enfin, l'idée d'une justice réparatrice est à l'étude, la rencontre entre victimes et condamnés avant le procès pour sceller le principe d'une réparation. Arrivé hier en Inde, le président de la République est accompagné d'une impressionnante délégation de chefs d'entreprise, pas moins d'une 50aine de dirigeants, parmi lesquels ceux de Dassault, Thales, Areva, Veolia, LVMH ou encore EADS, pour un exercice de diplomatie économique. François Hollande espère conclure prochainement le contrat de tous les contrats, comme l'a surnommé la presse indienne. C'est la vente de 126 avions Rafale. Mais ce n'est pas forcément, vous allez le voir, ce qui a retenu l'attention des médias sur place. Très intéressé par l'échappée indienne de Valérie Trierweiler. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Valérie Trierweiler accueillie comme une épouse. L'Inde bouscule le protocole pour la compagne du président, mais ne dérogera pas à la tradition sur le plan économique. Chez le géant asiatique, on ne signe pas de contrat lors des visites d'État. C'est donc les valises vides que repartiront François Hollande et sa délégation de 50 chefs d'entreprise. Mais en 2 jours, il compte bien faire avancer les négociations sur les dossiers en cours. Premier espoir pour le président, vendre des Rafales, 126 au total pour un montant de 12 milliards d'euros. Jusque-là, aucun pays n'en a acheté, mais d'après François Hollande, les discussions semblent bien engagées. Nous avons constaté, le Premier ministre et moi-même, des progrès dans cette discussion. Et j'ai bon espoir que nous pourrons arriver à la conclusion. La transaction Dassault espère la conclure avant fin 2013. Et si cette fois elle a effectivement lieu, François Hollande réussirait là où Nicolas Sarkozy a échoué. Autre gros dossier, le nucléaire. Areva négocie la fabrication de 2 EPR à Jetapur dans le sud de l'Inde avec l'option d'en installer 4 supplémentaires. Nous avons passé en revue les avancées sur le projet de centre nucléaire à Jaitapur et réitéré notre implication dans sa mise en place rapide. Enfin, la France est en lice pour d'autres projets urbains, comme par exemple Alstom pour la construction du métro à Bangalore. Séduire les Indiens pour relancer des relations économiques à la traîne, François Hollande s'exerce à l'art de la diplomatie économique. Il sait qu'en 2030, ce pays pourrait devenir la 3e puissance mondiale. Et nos invités dans le 22h ce soir, je vous les présente avec plaisir. Le directeur de la rédaction du Point, Étienne Gernel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Étienne, avec nous également François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste en charge des études d'opinion, avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Seigneur. Jean-Louis, ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et avant lui Jacques Chirac s'étaient rendus en Inde. François Hollande n'a pas dérogé à la règle de cette visite d'État. Que représente cette puissance pour la France ? En tout cas, la France ne représente pas grand-chose pour l'Inde. On peut même dire qu'elle n'existe pas en Inde. Quand on lit la presse française, on entend des mots dithyrambiques sur l'Inde, la plus grande démocratie du monde, la première population mondiale, la 11e puissance économique du monde, pays émergent, high-tech partout, des ingénieurs, etc.
Mais en réalité, ça c'est la description générale qui est enthousiasmante, évidemment, quand on regarde ça. Et puis quand on regarde, par exemple, les exportations françaises vers l'Inde, nous n'exportons pas plus vers l'Inde que nous n'exportons vers la Grèce ou la Tunisie, par exemple. Donc c'est quelque chose de tout à fait marginal. On représente 1% des importations annuelles de l'Inde. Donc faut dire fondamentalement que nous n'existons pas. Et c'est même sur les investissements, 1,5% des investissements extérieurs sont d'origine française, investissements extérieurs en Inde sont d'origine française. Donc il y a, et puis ça aurait même plutôt tendance à baisser. Je regardais les chiffres pour 2012, le commerce franco-indien a baissé en 2012. Alors nous exportons quand même un certain nombre de choses. On a parlé de beaux produits français qu'on a vus sur nos images, des produits agricoles également, et on apporte des produits raffinés. Évidemment, comme d'habitude, comme d'habitude pour tous les commerces extérieurs français, l'Inde est excédentaire vis-à-vis de la France. Non, ceux qui réussissent en Inde, ce sont ceux qui s'y installent. Je pense à Capgemini, par exemple. Il y a plus d'employés indiens chez Capgemini qu'il y en a en France. Je pense à Renault également, qui réussit, qui fait une véritable percée avec son Duster en Inde. Mais on est sur des exemples ponctuels, mais on n'est pas sur une grande coopération telle qu'on pourrait l'imaginer. On n'y arrive pas, Jean-Louis. Je crois qu'il y a d'abord un problème fondamental de la France qui n'est pas sur les pays émergents. On est très concentré sur les pays européens, pratiquement les 2/3 de notre commerce extérieur sur les pays européens. Et puis quand on a choisi un ou deux pays émergents, on se concentre sur eux et on a plutôt choisi, mais on n'existe pas plus tellement là-bas, mais on a plutôt choisi la Chine. Et pour l'instant, il ne semble pas qu'on ait eu tellement tort, parce que quand on regarde la croissance chinoise, elle n'a pas fléchi malgré la crise, alors que l'Inde fléchit, a l'air plutôt de se fatiguer. Mais on peut se dire qu'à terme, ça sera peut-être plus la démocratie que l'autoritarisme centralisé chinois qui va gagner, le fédéralisme indien qui va gagner par rapport à cette concentration des pouvoirs. Donc, pour l'instant, oui, si on a peu de moyens, donc on les concentre sur un, qui est la Chine, mais peut-être qu'à terme, c'est peut-être pas la bonne carte. François Calfon, c'est peut-être pas la bonne carte ? Écoutez, de toute façon, ce qu'on voit, y compris si on regardait le détail de ceux qui exportent, ça a été cité à l'instant, c'est surtout les entreprises du CAC 40. Et au-delà même de la question de dans quel pays on exporte, l'équipe de France de l'export, ça doit être aussi l'équipe de France des PME qui devrait grandir. On dit en Allemagne le Mittelstand, et c'est quand même celui qui fait furieusement défaut. Et puis enfin, arrêtons quand même l'autoflagellation un peu permanente. Et il faut quand même pas oublier que l'Inde, c'est un pays issu du Commonwealth, avec lequel on a moins de relations, donc c'est un peu logique qu'on soit en retard dans ce pays-là. L'exemple de Renault, quand même, est tout à fait intéressant parce que on est dans la semaine où PSA annonce 5 milliards de pertes. Il s'agit vraiment d'un groupe mondial et qui exporte, malheureusement, si j'ose dire, pour l'emploi français, c'est un autre sujet, avec sa marque Entry low cost qui est Dacia et qui fait ses résultats essentiellement par Nissan. Donc on voit bien que la marque France n'est pas forcément l'emploi en France. Alors messieurs, en Inde, Étienne Vernel, François Hollande a évoqué de très nombreux sujets, mais il a refusé de parler de l'abandon de l'objectif de réduction des déficits à 3%, évoqué hier par Jean-Marc Ayrault. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles ? C'est le Premier ministre qui est chargé d'expliquer l'action du gouvernement, de faire, comme disait Laurent Fabius quand il était Premier ministre, de faire le sale boulot ? Alors d'abord, il y a une règle non écrite et souvent violée qui consiste à dire qu'en principe, on ne parle pas des affaires intérieures quand on est en voyage à l'étranger. Alors c'est les affaires intérieures, ça ne concerne pas que nous, parce que ça concerne toute l'Union européenne quand même, au moins la zone euro. Après, oui, il y a eu un petit bout de chacun. Hollande a commencé à dire lui-même que ça ne servait à rien de poursuivre des objectifs qui n'étaient pas atteignables. Puis il y a eu Moscovici, il y a eu Cahuzac, il y a eu Fabius, et puis finalement c'est Ayrault qui a achevé la bête en disant non. Alors il a une formule qui est formidable, il dit que nous ne serons pas exactement à 3%. Alors ça, c'est comme une espèce d'euphémisme assez doux, parce que quand on regarde les prévisions de croissance, qui sont quand même la clé de tout ça, la France est toujours à 0,8, on s'attend à une baisse comme cette prévision, le FMI 0,3, l'Union européenne à 0,4, mais ça va baisser, et le consensus des économistes à 0,1. Voilà, donc là, il y a une gigantesque blague qui était cette prévision de croissance qui est terminée. François Calfon, depuis cette annonce et la nouvelle ce matin de la croissance inexistante, la droite s'engouffre dans la brèche pour dénoncer les errements de la politique économique du gouvernement. Les socialistes sont tellement martelés que les 3% seraient respectés qu'on a presque failli y croire. Presque. Honnêtement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de l'infirmerie, la droite sur les déficits, sous de la charité. Je veux bien avoir pas la formule précise. Nicolas Sarkozy, nouvellement élu, se précipite à Bruxelles pour dire qu'il s'assoit
fois sur la réduction des déficits, et on revient, pas plus tard qu'il y a un an, d'un déficit de 5,2, on sera plutôt à 4,5. C'est depuis 1994 qu'on n'a pas réduit les déficits. Ça n'empêche pas la question. La question, c'est on n'est pas à 3%, c'est une réalité. Et à cela, il y a une cause. Il faut parler sans langue de bois. La cause, elle est sans doute aussi européenne, sur le fait qu'il n'y a pas le volet croissance. Et le volet croissance, il fonctionne pas tout simplement parce qu'il y a un accord entre une Angleterre qui fait tout pour perdre la substance de l'Union européenne et une Allemagne qui est tout à fait inflexible. Il n'y a pas de réduction des déficits possible sans plus de croissance et il n'y a pas la clé de la croissance. Oui, mais vous savez, c'est un peu de la faute des autres quand même parce que la question, elle est toujours la même en Europe, c'est quand est-ce qu'on fait la politique de la chaise vide. Je ne pense pas qu'il faille à ce stade faire la politique de la chaise vide, même si... c'est peut-être une spécificité d'ordre personnel. Je pense qu'à un moment donné, il sera temps de construire le rapport de force. Mais pas messieurs, à l'année N de l'élection de François Hollande. On a l'impression qu'à l'extérieur, le climat a changé. Le FMI considère qu'il faut de la rigueur, oui, mais pas du dogme. Et Bruxelles n'est pas loin de penser la même chose. Est-ce qu'on est en train de dire doucement qu'il faut desserrer les taux sans recevoir de rodomontade? Il y a une réflexion qui est en train de naître, parce que les chiffres qui sont sortis aujourd'hui sont catastrophiques. Absolument. Je veux dire, franchement, vous avez une baisse au 4e trimestre, rappelons-en 2 ou 3. Au 4e trimestre 2012, la France fait moins 0,3, l'Europe, la zone euro, fait moins 0,6, l'Allemagne, moins 0,6, la Grèce, moins 0,9, non, l'Italie, moins 0,9, moins 0,9, le Portugal, moins 1,5. Vous êtes dans des situations... Donc, je veux dire par là, il y a une crise française qui est réelle, bien entendu, qui nécessite un certain nombre de réformes, bien sûr, mais il y a un problème européen. Il y a un problème européen qui est posé. J'attends beaucoup quand même de l'Allemagne, qui va peut-être être moins inflexible, parce que quelque part, ils construisaient leur prospérité sur la rigueur et la récession, osons le mot, dans les 26 autres pays de l'Union européenne. Avec les chiffres qui ont été cités, peut-être que, y compris Mme Merkel, sera contrainte de changer de politique. Mais je pense que pour changer de politique, il vaudrait mieux changer de majorité en Allemagne et en Grande-Bretagne, parce que, oui, d'accord. Qui ont tort, mais ils sont à l'équilibre. Moins 0,6, ça a été cité à l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très vertueux. Quant à la Grèce, que ce soit le FMI ou l'Union européenne, on les conduit tout droit dans le mur, ils y sont déjà beaucoup, et je crois que c'est une... pour quelque chose, non, les Grecs? Ils y sont pour quelque chose, mais si vous voulez, la lecture uniquement punitive de ces sujets-là va tous collectivement nous conduire dans le mur. Et donc je pense qu'il faut arrêter le discours de la faute, et il faut quand même un peu plus réfléchir au discours de la réparation. C'est pas la faute à l'Allemagne alors? Non, mais ils ne sont pas assez collaboratifs, très clairement, et c'est pas l'Allemagne, c'est les conservateurs allemands, en l'espèce, qui ont une vision de l'Europe assez utilitariste, et qui, le commerce extérieur allemand est sans doute plus fondé sur des pays à forte croissance, mais il est aussi fondé sur l'Union européenne. François Calfon, dommage pour vous qu'Angela Merkel est portée par de bons sondages. Vous savez, les sondages, on ne va pas les changer en cassant le baromètre quand ils ne nous conviennent pas. Alors, parce que c'est une question très intéressante, l'Allemagne, parce que c'est quand même... on tape toujours sur l'Allemagne. Ça, c'est le réflexe français absolu. On tape toujours sur l'Allemagne. Pourtant, c'est un modèle qui marche beaucoup mieux que le nôtre, puisqu'ils sont beaucoup moins de chômeurs et ils ont un budget qui est à peu près à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi le modèle? C'est l'Espagne? C'est le Portugal? Simplement, on ne peut pas considérer les pays seuls au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas le couple franco-allemand. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que François Hollande se rapproche plus aujourd'hui des pays du Sud? En tout cas, qu'il y a plus d'affinité. Écoutez, regardons les mesures qui sont prises. Il y a plus d'affinité. D'affinité, à la limite, peu importe, comme dirait Ségolène Royal, je préfère la politique de la preuve. Et la politique de la preuve, c'est que dans les 60 engagements du président de la République, il n'y avait pas le crédit impôt compétitivité. La question de la compétitivité a été adressée, de 20 milliards d'euros. Donc on est sur des réformes de structure, on est y compris sur de la social-démocratie en marche, à travers l'accord marché du travail, qui permet de sortir de ce surplomb du politique sur le dialogue social. Là, on a vraiment du gagnant-gagnant. Plus de sécurité sur les CDD abusifs et de la flexibilité. Et c'est quand même la première fois, et c'est la gauche qui le fait, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait ça. En tous les cas, c'est l'éruption du social, de l'économie, après une longue parenthèse sociétale. Trop longue, je crois, à votre goût, François Calfon. Trop longue pour tous ceux qui, au PS, appartiennent à votre club, à votre mouvement de la gauche populaire. Oui. Pourquoi on s'appelle la gauche populaire? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que ça devrait être une tautologie, la gauche populaire. Mais il y a une gauche qui, il faut bien le dire, au Parti Socialiste, c'est embourgeoisé. Celle qui est au pouvoir? Certains ils sont au pouvoir. Non, mais certains sont au pouvoir. Une gauche
que je vais qualifier, vous voyez, territorialement de parisienne, qui est plus préoccupée du bobo que du prolo. Alors, il se trouve quand même que si nous voulons faire une majorité politique, c'est bien d'avoir les bobos, et je suis content qu'on ait gagné les grandes villes. C'est bien aussi de garder les prolos. Et d'une certaine manière, cette gauche populaire, c'est celle qui veut remettre la question économique et sociale au cœur. Pourquoi? Parce que 85% des Français considèrent que c'est... Vous opposez social et sociétal? Je ne l'oppose pas. C'est les Français qui considèrent que la priorité des priorités, c'est l'emploi à 85%, le pouvoir d'achat à 69%, le mariage pour tous 10% et le droit de vote des étrangers 3%. Alors moi j'ai quand même une question à vous poser parce que sur les 3%, on peut se demander les causes, on peut dire voilà on est pour tel ou tel modèle, ok très bien, maintenant ce qui est intéressant c'est les conséquences, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à partir du moment où on ne respecte pas les 3%, on voit bien le deal, c'est dire bah voilà on prend un peu plus de temps, encore qu'il faut voir la réaction des Allemands, et en échange, on fait des réformes structurelles. La difficulté quand même des réformes structurelles, c'est que non seulement il faut les faire, ce qui est extrêmement difficile, parfois même plus dur que d'économiser de l'argent, mais en plus il va falloir le montrer. C'est-à-dire qu'on est sous observation, c'est-à-dire qu'Olli Rehn, quand il dit on va faire attention à l'effort, donc il faudra que ce soit visible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les trucs en douce comme ça, etc. Il va falloir que ça se montre, les retraites... sur les retraites, sur les choses qui sont très visibles et très dures politiquement. On est observé, on est sous surveillance, on est observé. On est sous surveillance, bien entendu, et je partage tout à fait l'avis d'Étienne. Et on va repousser les 3%, on va arriver sans doute à 3,5% si la croissance ne descend pas en dessous de 0. Ce qui n'est pas scandaleux, compte tenu de la croissance. Pas du tout. En plus, ce qui n'est pas contradictoire au traité qui a été signé européen, puisque le traité ne parle pas des 3%. Et ce qui n'a pas l'air d'affoler les marchés aussi, au passage. Exactement. Le problème, c'est que les attaques de la droite étaient quand même plutôt molles là-dessus, parce que ceux qui sont un peu lucides voient le contexte économique quand même. Attendez, la suite, parlez pas trop. Non, simplement. Et la suite, c'est la chose suivante, c'est qu'effectivement, il va falloir donner des gages. Et il y a déjà, comme dit François Hollande, il y a un agenda sur la réforme des retraites. Jean-Marc Ayrault a posé le dossier de la réforme de la santé. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais il ne peut s'agir que d'économies importantes. Parce que si effectivement, vous dites je repousse les 3% et je ne fais pas des économies importantes, ça explose, ça ne marche pas. Donc il va falloir aller dans ce sens-là. Et là, ça va poser des problèmes politiques très sérieux, ne serait-ce peut-être qu'avec vous. C'est très bien, les temps sont durs, mais il y a l'engagement 14 de François Hollande, qui était la réforme fiscale redistributive. Il faut faire tout ça. Et en même temps, il ne faut pas négliger le pouvoir d'achat. Donc, absolument. Mais François Hollande a dit qu'elle a déjà été faite. Eh bien, très bien. C'est un point de distinction. Ça ne vous aura pas échappé. L'idée de fusionner. Encore un peu plus d'impôts? Non, pas du tout. L'idée est de fusionner l'impôt sur le revenu à la CSG. La CSG, c'est 2 fois le produit de l'impôt sur le revenu. Celle-ci n'est pas progressive. Il faut la rendre progressive. Il faut réintégrer la prime pour l'emploi qui coûte quand même énormément d'argent et choisir auprès de quelle catégorie sociale nous redistribuons. Et en l'occurrence, ceux qui vivent du travail et qui en vivent mal, tous ces millions de Français qui vivent à l'euro près. À recette égale, absolument, c'est ça le but. Mais on ne peut pas, et c'est la réponse aux éléments de preuve sur la réforme de structure, faire un quinquennat sans avoir des éléments de redistribution significatifs de pouvoir d'achat envers les catégories sociales qui nous ont portés au pouvoir. En tout cas, on aura compris avec la gauche populaire, vous souhaitez d'abord le social avant le sociétal. Messieurs, restez avec nous. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé Sophie Normand. Son nom revenait avec insistance depuis plusieurs jours. Nathalie Kosciusko-Morizet confirme, elle sera bien candidate UMP pour la mairie de Paris en 2014. L'ex-ministre de l'écologie profite de l'appel de 77 responsables du parti, lancé dans la journée et appelant à sa candidature. Un duel féminin s'annonce pour l'UMP à Paris. Rachida Dati est elle aussi candidate. Daniel Cohn-Bendit a décidé de raccrocher. L'eurodéputé écolo prendra sa retraite politique en 2014 à l'issue de son mandat. Il l'annonce dans un livre. À 68 ans, il dit avoir pris cette décision pour des raisons personnelles et de santé. Le trublion écologiste n'oublie pas au passage de tacler ses anciens camarades d'Europe Écologie Les Verts. Un médiateur pour ramener le calme chez PSA Aulnay. Le ministre du Travail, Michel Sapin, vient de confier au directeur du Travail responsable de Seine-Saint-Denis, Marc Leray, la difficile mission de rétablir le dialogue dans l'usine, paralysée par une grève depuis un mois. Automobile toujours avec les résultats en baisse de Renault. Son PDG Carlos Ghosn a donc décidé de faire un geste sur son propre salaire. Un petit geste puisque le patron de Renault propose de reporter une partie de son salaire variable à 2016 si les syndicats signent l'accord de compétitivité en cours de négociation.
le journaliste français Nadir Dendoun a été libéré sous caution. Il était détenu en Irak depuis le 23 janvier dernier. La justice irakienne lui reprochait d'avoir photographié sans autorisation le QG des services de renseignement irakiens, ainsi que des barrages de police et de l'armée. Nadir Dendoun réalisait pour le Monde diplomatique des reportages en Irak avec un visa de presse délivré par l'ambassade d'Irak à Paris. Plus de 18 000 personnes avaient signé une pétition en faveur de sa libération. C'est un premier tabou qui tombe. L'Ordre des médecins envisage une aide à mourir. Elle permettrait de donner une sédation terminale à des patients qui le réclament. L'Ordre évoque un devoir d'humanité mais n'emploie pas directement le terme d'euthanasie. La décision devrait alors relever d'un collège médical et non d'un médecin qui agirait seul. L'instance préconise une évolution de la législation sur la fin de vie pour répondre à ces situations exceptionnelles. Et comme tous les jeudis, je vais vous demander, messieurs, d'être attentifs à la semaine de l'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry, qui, vous allez le voir, s'en donne à cœur joie sur l'affaire de la viande de cheval, le pape qui prend sa retraite ou encore Hérault et les 3% dont on vient de parler. Regardez. Et le choix de nos invités, François Calfon, qu'est-ce qui vous a inspiré, interpellé ? Alors, je fais semblant de ne pas avoir bien compris le dessin. Évidemment, celui sur les 3% dans les sondages. Mais je pense qu'il s'est trompé parce qu'en fait, il est monté de 3% cette semaine. Bon, et l'augmentation, il arrive donc à la tenir. Jean-Louis Gombault. Je trouve qu'ils sont d'ailleurs tous très drôles, n'est-ce pas? Mais je pense on remercie Hervé Baudry qui nous accompagne tous les mercredis. Le pape, c'est quand même, c'est vrai qu'il va partir à la pêche, lui qui est pêcheur, comme tout le monde, n'est-ce pas? Bien entendu. Oui, c'est un pêcheur, oui. Étienne. Alors, non, les 3%, c'est très très drôle, c'est formidable. Je ne sais pas s'il va monter de 3%, peut-être. Vous vous en délectez presque. Peut-être là, je ne sais pas avec la. Je ne sais pas, avec la réforme des retraites, s'il va se maintenir à ce niveau-là. Et si on choisissait le mariage pour tous en Mais cette cela dit, soirée, il faut la faire, la réforme des retraites. En cette soirée de Saint-Valentin, ça nous permet de souhaiter la Saint-Valentin à tous et à toutes qui nous regardent. Le Mardi Gras est très bon. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi tout de suite l'émission. Itinéraire bis, je vous souhaite une belle soirée. À lundi, avec plaisir. Comment se soigner lorsqu'il n'y a pas ou peu de médecins? La région Centre a beau être la première région de France productrice de médicaments, quand on habite loin des villes, difficile de trouver un généraliste. Pourtant, ici, élus, médecins et patients ne se résignent pas et vous allez le voir, ils luttent à leur manière contre l'avancée des déserts médicaux. Je vous emmène.
Cap sur la région centre. Dans ce nouveau numéro d'Itinéraire bis consacré à la santé, nous suivrons un médecin de campagne qui se bat contre les déserts médicaux et qui teste la médecine à distance. Soigner et écouter à Chartres, nous irons à la rencontre d'une biographe qui recueille les mots des patients du service de cancérologie. Enfin, découverte du jardin botanique de Tours, créé par un pharmacien et qui abrite encore aujourd'hui des plantes utiles à la recherche. Nous voici à Couture-sur-le-Loir, petit village de 400 habitants dans le canton. La dernière installation de généraliste remonte à 17 ans. Des médecins dont la moyenne d'âge atteint ici 60 ans. Et je vous propose maintenant d'aller à la rencontre du docteur Baudron. Bonjour. Bonjour. Voilà 30 ans qu'il sillonne les routes du Loir-et-Cher. Le docteur Bernard Baudron est ce qu'il appelle lui-même un dinosaure dans un canton rural où la moitié des médecins partira à la retraite d'ici 5 ans, en route pour la tournée. Voiture électrique. Oui. Pour faire de la route et vous en faites beaucoup. Oui, c'est idéal pour les distances que je fais. Jeannette de 82 ans qui font la gym, c'est sympa. Docteur Baudron, ça fait 30 ans que vous travaillez ici. Ça vous inquiète, cette évolution des déserts médicaux, comme on les appelle? Jusqu'ici, ça va, comme on dit quand on tombe du 10e étage, mais je crois que dans les 2-3 ans qui viennent, on va avoir des soucis. Bonjour. Ah, bah vous êtes à table, c'est bien. Je salue quand même. Bonjour, madame. Ça va? Oui. Pour le refaire un peu. Bonjour. Voilà. Des fois, il me fait mal dans le bout de l'épaule. Ben oui. Le côté, le bras. Parfait. Vous remarchez, vous relevez, vous mangez. L'anémie se répare. Comment j'ai 12,5. Docteur Baudron, c'est important dans ces zones de pouvoir aller jusque chez les gens pour les soigner et les rassurer. Oui, 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 surtout certains qui ont une mobilité très, très faible et qui sont très fragiles. Donc le transport jusqu'au cabinet et puis l'attente en plus sont quand même parfois difficiles et impossibles, voire dans certains cas. S'il refait de la fièvre comme l'autre jour, il faudra les reprendre. Hein. Mais là, je préfère qu'il mange. Plutôt qu'il mange des antibiotiques, il vaut mieux qu'il mange une bonne assiette. Ils sont là. Au revoir, monsieur Tondu. Continuez comme ça. Docteur Baudron, vous faites combien d'heures par jour, par semaine? Il fut un temps où c'était 70 heures à peu près. Comme disait un de mes confrères, ce qu'on aimerait, c'est avoir les 35 heures de sommeil. J'ai jamais regardé ma montre en 30 ans. J'ai jamais regardé ma montre. Alors vous partagez votre temps entre le cabinet et l'hôpital. Je vous propose qu'on aille ensemble le découvrir. How many times do I have to tell you? Are you listening to me now? My God, you are so annoying. Now what are you looking at? Don't give me that look. How many times do I have to tell you? Docteur Baudron, après les consultations, la blouse blanche de l'hôpital, nous voici à l'hôpital de Montoire-sur-le-Loir. C'est une structure qui accueille 173 personnes âgées en ce moment. Ici, vous êtes médecin coordinateur, mais vous formez également des jeunes médecins comme Jean-Nicolas. Bonjour. Bonjour. Il vous reste encore 2 ans d'études. Ça fait déjà quelques mois que vous travaillez aux côtés du docteur Baudron. Est-ce que vous avez pris votre décision? Vous avez dit, ça y est, je vais venir m'installer à la campagne? Non, non, j'ai pas encore pris ma décision. En dehors des choix professionnels, évidemment les choix familiaux. Décider d'aller à la campagne, ça implique aussi pas mal de choses pour le conjoint, pour les enfants. Donc non, la décision, je ne l'ai pas prise, nous ne l'avons pas prise avec ma famille. Donc, Vous aimeriez les garder, ces stagiaires, docteur Baudron? Oui, oui, oui. C'est vrai que si j'avais gardé tous mes stagiaires depuis le début, on serait un troupeau. Mais
La chose certaine, c'est que la médecine générale commence à attirer un petit peu en rural. Alors l'avenir, il est aussi également derrière cette porte où se passe une première mondiale. Une sonde d'échographie pilotée à distance, un examen lu par un spécialiste à 50 km de là. Devant l'étendue des déserts médicaux, les équipes de l'hôpital de Montoire ont fait le pari de la télémédecine. Gonflez vos poumons. Inspirez bien fort, bloquez. Ça va, monsieur? Très bien. Bon. Du coup, ça marche comment? Moi, je positionne le bras sur l'organe concerné, et puis après, le radiologue, lui, ou le manipulateur, va après aller vraiment en précision sur l'organe. Donc on voit bien la sonde qui bouge, qui est activée à distance. C'est ça. Ouais. Vous baissez bien, oui. D'accord. Docteur Baudron, vous y croyez à cette médecine à distance? J'y crois beaucoup et je pense que devant la pénurie de médecins, de radiologues et d'échographistes qu'on va traverser dans les 10 ans à venir, je pense que ça va rendre des services importants. C'est un début de réponse aux déserts médicaux, mais est-ce que c'est pas un peu une médecine déshumanisée? Certainement, on déshumanise effectivement la relation et la thérapeutique. Bon, là, le patient a le bénéfice de voir le praticien qui fait l'examen, il peut dialoguer, donc c'est rassurant pour lui. Mais peut-être que ça donne un côté plus technique à l'examen sans un contact humain qui peut apporter des choses et qui va manquer certainement quelque part. Ces examens à distance, ça permet moins de déplacements pour le patient, mais ça permet également des économies. Oui, des économies surtout au niveau des transports qui sont à la charge soit de la sécurité sociale, soit de l'établissement. Mais c'est surtout un prix de souffrance, un prix d'attente et un prix de risque d'escarre ou de lésion chez des gens très fragiles. C'est surtout ce genre d'économie qu'on vise. Alors vous le disiez, cet examen, c'est une première réponse à la désertification médicale. Il y en a qui en ont trouvé d'autres. Ça se passe à 1 heure d'ici, dans une petite ville. Un maire, en manque de généralistes, a décidé de salarier lui-même ses médecins. Et je vous propose de vous emmener, c'est à la Ferté-Bernard. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Ça c'est Paris. Ils exerçaient dans le libéral mais ont choisi de devenir médecins publics à la campagne. Rencontre avec le maire de la Ferté-Bernard qui n'a pas hésité à embaucher ses propres généralistes. Jean-Carl Grelier, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors vous êtes le maire de la Ferté-Bernard, 10 000 habitants et comme beaucoup de petites villes, des généralistes qui se font rares. Il y a 3 ans, 3 médecins ont pris leur retraite en même temps et les habitants du canton se sont retrouvés un peu dépourvus. Mais c'est vrai que rapidement, j'ai été amené à accueillir une population excessivement inquiète de savoir où elle allait pouvoir se faire soigner, dans quelles conditions. À l'époque, vous avez tout fait, vous avez écrit des centaines, voire même des milliers de lettres, vous avez fait appel à des cabinets de recrutement, et puis à un moment, vous vous êtes dit, eh ben, je vais le faire moi-même, je vais salarier mes propres médecins, c'est ça? C'est-à-dire que les échos qui me sont revenus par les médecins qu'on a eu l'occasion de contacter, vous avez dit qu'on en a effectivement contacté plusieurs milliers, à chaque fois me disaient, mais nous on veut bien venir à la Ferté-Bernard, mais pas en libéral. On est tombé en recherchant sur Internet, sur l'existence des centres municipaux de santé, donc il en existait 1554 en France. Rapidement, on a lancé des annonces par le canal du site internet du syndicat national des médecins de centres de santé. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu 10 candidats, moi qui cherchais désespérément des médecins depuis plusieurs mois. Vous le disiez à l'instant, des centres de santé, il en existe déjà en France, plutôt dans les grandes villes. C'est quoi la différence avec le vôtre? C'est qu'on est les premiers en France à avoir utilisé ce support juridique des centres municipaux de santé pour régler un problème de démographie médicale. Alors ces médecins aujourd'hui, ils ont quel statut et quel salaire? Alors ces 3 médecins ont un statut de quasi-fonctionnaire, donc un médecin qui arrive à la Ferté-Bernard perçoit une rémunération qui varie aujourd'hui entre 4 500 et 5 500 € pour les 3 médecins que nous accueillons au centre de santé. Ça ne coûte rien,
puisque la collectivité, en contrepartie de la rémunération des médecins, perçoit le produit des consultations et que, comme dans un cabinet privé, parce que les élus ne sont pas moins bons gestionnaires que les médecins libéraux, comme dans un cabinet privé, on parvient avec le produit des consultations à payer la secrétaire, à payer les médecins, à payer les frais de la structure et je ne devrais même pas le dire, mais sans doute à gagner même un peu d'argent. En tout cas, après une année complète de fonctionnement, le bilan financier du centre de santé de La Ferté est positif. À l'entendre comme ça vous semble une solution Toutes ces solutions montrent surtout qu'on est vraiment au bord du gouffre et que la pénurie qu'on annonce depuis des dizaines d'années est sous nos pieds là, dans les 2 ans qui viennent. La moyenne d'âge des médecins dans mon canton est de 60 ans. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir, docteur. Centre-ville. Ouh. Est-ce que je tournerai pas là? Tour. Centre-ville. Oh, et je sais pas où je suis. Je me suis pas du tout aidée. Oh. On a maintenant rendez-vous au CHU de Tours, la région centre, première région française productrice de médicaments. Aujourd'hui, la recherche fonde de grands espoirs dans les biomédicaments. Je vous emmène à la rencontre d'un des spécialistes français. On y va. C'est ici, dans ces laboratoires, qu'on travaille sur des traitements prometteurs, les biomédicaments. Professeur Vattier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Alors, qui dit biomédicaments ne dit pas médicaments issus de l'agriculture biologique? Ah non, ce serait peut-être même tout le contraire d'une certaine façon. Donc biomédicaments, ce sont d'authentiques médicaments. On a juste rajouté bio, tout simplement parce que ce sont des médicaments qui ont été produits par le vivant. Donc c'est au niveau de la production que la différence s'établit. Quelle est la différence fondamentale entre ces biomédicaments et ceux d'origine chimique? La différence fondamentale, c'est avant tout une question de taille. Les médicaments chimiques sont des petites molécules que les chimistes sont capables de synthétiser, qui sont parfois produits aussi extraits du vivant, mais la taille fait qu'ils sont accessibles à la synthèse chimique, alors que les biomédicaments sont des macromolécules dont on doit confier la synthèse au vivant, puisque c'est une biosynthèse, c'est beaucoup trop complexe, et il n'y a que donc le vivant seulement qui est capable de le fabriquer. Alors pour comprendre comment sont fabriqués et surtout utiliser ces médicaments aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un tour dans la pharmacie du CHU de Tours. Je vous emmène. Alors, résumons Julie, les biomédicaments sont des molécules impossibles à fabriquer chimiquement, trop complexes, trop grosses, mais capables comme aucune autre de cibler précisément les cellules malades. Professeur Vattier, nous voici dans la pharmacie du CHU de Tours. Alors, ces biomédicaments, on les utilise aujourd'hui déjà pour traiter beaucoup de maladies et notamment le cancer. Oui, tout à fait. Dans la salle où on est ici, on prépare, au milieu de la chimiothérapie, on prépare aussi des anticorps qui sont donc des biomédicaments. Ça représente à peu près 15% des médicaments qui sont manipulés aujourd'hui dans un CHU comme Tours. Par contre, ce qui est un peu différent, c'est le poids que ça représente d'un point de vue budgétaire, puisque c'est plus de 50% du budget de ces mêmes médicaments en cancérologie. Ces biomédicaments, ils soignent aujourd'hui d'autres maladies et on place beaucoup d'espoir en eux. Oui, énormément d'autres maladies. Il n'y a pas beaucoup de champs de la médecine qui échappent. Dans le domaine de l'ophtalmologie, on a la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui a grandement bénéficié de l'arrivée de ces biomédicaments. On a des résultats intéressants aussi dans le domaine de la sclérose en plaques. Professeur Vattier, merci de nous avoir reçus ici et puis bonne continuation dans vos recherches, des recherches dans lesquelles on place beaucoup d'espoir puisque le cancer est encore la première cause de mortalité en France devant les maladies cardiovasculaires. It's been a long time now. Le droit à mourir fait toujours débat. En France, la loi Leonetti de 2005 qui prévoit de limiter l'acharnement thérapeutique reste mal appliquée. François Hollande a promis de rouvrir le dossier. Un rapport vient de lui être remis. Comment soulager la fin de vie? À l'hôpital de Chartres, une biographe recueille les mots des patients qui souhaitent laisser un témoignage.
C'est une expérience encore rare en France. Depuis 3 ans, le service de cancérologie de l'hôpital de Chartres embauche une biographe. Valeria Milewski sera au chevet des patients qui le souhaitent pour écrire le récit de leur vie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Monsieur Gilles. Lulu, vous l'avez depuis quand? Ça fait un petit moment? Oui, 3-4 ans. La chienne, je la prends sur mes genoux, je la caresse et je lui dis, Lulu, sois gentille, chante une chanson à papa, fais la calasse. Et alors je la mets sur le ton, puis alors, oh, elle fait la calasse. Et comment elle a appris à chanter? Je l'ai aidée un peu au début, et alors à chaque fois qu'elle me fait ça, je lui donne une récompense. Alors maintenant, voilà, d'accord, ouais, c'est ça. Hein, c'est la récompense. Bon, ça c'était le chapitre Lulu. Valéria, bonjour. Bonjour Julie. Alors nous sommes dans la salle de repos du service oncologie de l'hôpital de Chartres, un service dans lequel vous êtes installé maintenant depuis 5 ans. Vous y recueillez les mots des patients en soins palliatifs. Raconter son histoire, ça permet quoi ? Souvent, on va dire que majoritairement, le premier objectif, c'est davantage la transmission. Donc ça peut permettre de se dire, eh bien, je vais transmettre ma vérité, mon histoire. Et puis, au fur et à mesure, cet objectif, souvent, il évolue. Il y en a certains qui disent, oui, ça me permet de faire un bilan, de recomposer un petit peu le tableau avec toutes les pièces du puzzle dispersées. Là, il se réunifie. J'ai entendu une dame, je me sens plus légère, enfin des choses comme ça. Enfin, lorsqu'on est à ce moment-là de sa vie, au bord, à la limite, qu'on va quitter cette vie, qu'on va mourir, donner de l'unité, de la cohérence et du sens à sa vie. Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent souvent dans ces histoires ? Des mots qui reviennent, des thèmes, ça c'est certain, des thèmes universels. L'enfance, les parents, les relations amoureuses, la rencontre, le travail, enfin voilà, ces thèmes forts qui jalonnent nos vies. C'est en ça que le récit est assez universel. Est-ce que la mort et la maladie sont très présentes dans ces histoires ? Non, très très peu. Très très peu. Parfois, une phrase ou deux. Juste où c'est nommé, le cancer, oui, et depuis que j'ai mon cancer, voilà. Valéria, à l'issue de ces rencontres avec les patients, il y a un livre qui va être offert à la famille. Tout à fait. Il y a un livre, j'en ai d'ailleurs un, juste ici, je vais vous montrer. Voilà l'objet. C'est, on va dire, c'est l'objet livre. Donc c'est un objet qui a pour, déjà, enfin voilà, qui est façonné, c'est de belles factures, façonné à la main. L'idée, c'est de leur dire, votre vie, elle est singulière, elle est belle, quelle qu'elle soit, et on va en faire un objet d'art, de par son contenu et son contenant. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage d'une de ces biographies pour voir ce que ça peut donner sur le papier ? Oui. Donc ce sont quelques lignes de la biographie d'un monsieur. Mes grands-parents paternels habitaient à Sartrouville dans une petite maison d'après-guerre. J'ai recueilli beaucoup de ces deux grands-parents-là. Le courage et la persévérance de la grand-mère et la sagesse du grand-père. T'as Monsieur Gilles au 105. D'accord. Donc à surveiller parce que je l'ai mis relativement doucement. Normalement c'est jusqu'à 15h. Et il repart par ses propres moyens. Ah bon? Oui. Comme d'habitude, il m'a dit. Normal, ça ne m'étonne pas plus. Je suis désolé que vous ne m'ayez pas connu avant. Mais avec tout ce que vous m'avez raconté, je sais bien, Monsieur Gilles, que c'était pas votre... Je me souviens des nuits où vous ne dormiez pas, vous bossiez, vous alliez en Italie avec le car, puis après un week-end à la montagne. Enfin, je sais bien que vous n'arrêtiez pas. Je ne sais pas si je pourrais encore le faire. Henri, bonjour. Bonjour Julie. Vous avez rencontré Valéria il y a quelque temps. Comment il s'est passé à l'origine cette rencontre avec Valéria ? Au début, j'étais curieux, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Et puis, on a discuté un petit peu. J'ai été d'accord pour faire le petit bouquin là.
Et puis elle s'est piquée au jeu parce que ma vie est pleine d'embûches. Pourquoi vous avez décidé de travailler sur cette biographie? Eh bien, quelque part, j'ai été un mauvais père. Et maintenant un mauvais grand-père. Pas que je battais mes enfants, c'est pas ça du tout, mais c'est que j'ai été tellement pris par le travail que j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes enfants. Et ça, c'est une grande faute. Et ce livre, c'est l'occasion de dire des choses que vous n'avez pas pu dire? Voilà. Ce livre, et j'ai prévu avec Valéria qu'il soit assez complet, que le jour où je vais fermer les yeux, mais ce sera à leur disposition. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir dire « Ah, mon père, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Et mon grand-père, oh là là, je sais maintenant pourquoi il ne venait pas nous voir tous les 5 minutes. Maintenant, je vais voir mes petits-enfants plus que j'ai vu mes enfants. » Ce lien avec Valéria, il est important dans ce combat contre la maladie? Oui, oui, oui. Oui, parce que je suis déjà venu à la chimio, elle était absente, elle me manque. Elle me manque. C'est une confidente. Elle écrit, mais c'est une confidente. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux parler à la fin de mes jours, voyez-vous. Je crois qu'elle fait un beau métier. Someone up on that wall, he's just going to spend the night with my girl. Monsieur Gilles, merci à vous, merci beaucoup. À dans 15 jours. Soignez-vous, faites bien attention. Vous aussi, Allez pas très attraper bien. froid. Il y a déjà assez de moi comme malade. Rentrez bien. Sometimes so small and not so tall. The wall between reality. Mieux prendre en charge les patients, les écouter, les soigner, rester proche d'eux. On l'a vu à Chartres et à Tours, médecins, élus et associatifs se battent et innovent pour préserver des soins de qualité. Tours, où en 1843, un pharmacien a créé un jardin botanique remarquable qui perpétue depuis 170 ans la tradition de la culture des plantes médicinales. Alors, ok, comment ça marche? Je n'en sais rien. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Ah, c'est ça. Non plus. Oui, bah, ça va. Alors nous voici dans les serres tropicales du jardin botanique de Tours, des serres magnifiques qui ont été créées par un pharmacien comme vous. Tout à fait, ça fait cette année 170 ans que le jardin a été créé, donc par Jean-Antime Margueron qui était pharmacien. Qu'est-ce qu'on trouve justement comme plantes ici? On va trouver toutes les plantes classiques qui sont utilisées en phytothérapie, les romarins, les lavandes, les menthes, toutes les plantes, disons, on dirait aujourd'hui de médecine douce. Alors il y a ces plantes qui soignent et il y a celles qu'on découvre, sur lesquelles on fait de la recherche pour créer de nouveaux médicaments, comme celle-ci qui est ici. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle donc la pervenche tropicale ou pervenche de Madagascar. On essaye actuellement de comprendre comment sont fabriquées par la plante, à l'intérieur des cellules de la plante, comment sont fabriquées ces molécules, on appelle ça des molécules, qui vont être actives contre, en l'occurrence ici, le cancer. Ces plantes fabriquent des molécules très compliquées que les chimistes ont beaucoup de mal à copier, à fabriquer eux-mêmes, mais dont ils s'inspirent pour faire des nouveaux médicaments ou des nouvelles approches thérapeutiques. C'est encore la nature aujourd'hui qui fait les choses les plus complexes et les plus belles pour se soigner. Au niveau des structures chimiques, incontestablement, la nature est plus forte, plus exubérante que les chimistes. Il y a dans les plantes des molécules absolument extraordinaires. To move on. Let the past be
Allez, pour terminer cette émission consacrée à la santé, rencontre avec le président du Conseil général du Loiret, un département en mal de médecins lui aussi. Alors nous sommes à Meung-sur-Loire, sur le chantier d'une maison de santé qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Alors le Loiret, 81 généralistes pour 100 000 habitants, la densité la plus faible de la région centre. À qui la faute? À qui la faute? Eh bien, probablement au système qui existe au niveau national, qui fait que les médecins vont là où ils le souhaitent, donc c'est le système libéral. Pourtant, on forme aujourd'hui de plus en plus de médecins généralistes, 8 000 contre 4 000 il y a 12 ans. Alors, on forme beaucoup plus de médecins, mais il est vrai aussi que beaucoup de médecins rentrent dans le public. Moi, je vois au niveau du Conseil général, on embauche régulièrement des médecins et plus chaque année. Et les jeunes qui sortent de la faculté de médecine de Tours, ils restent dans l'environnement de Tours. Le Conseil général du Loiret propose aujourd'hui des bourses, près de 2 500 € mensuels, aux étudiants en médecine pendant les 3 dernières années de leur cursus. En contrepartie, qu'est-ce que vous leur demandez? En contrepartie, on leur demande de s'engager à venir s'implanter 5 ans dans une des communes déficitaires du département du Loiret. En général, ça fonctionne bien, enfin on n'est qu'au début, mais ça intéresse bien sûr les jeunes étudiants. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'être dans des maisons médicales. C'est la raison pour laquelle nous réalisons cette opération, ou plus exactement la commune de Meung-sur-Loire, et nous allons leur verser en gros 75 000 € sur les 3 années. Et si ils ne font qu'une année, par exemple, au lieu de 5, eh bien, ils rembourseront ça. Ces médecins généralistes, il faut les contraindre aujourd'hui à s'installer dans les déserts médicaux? Est-ce qu'il faut les forcer? Moi, je pense qu'il faut certainement aller vers un certain nombre de contraintes. La contrainte, c'est bien sûr de dire à un médecin, quand vous sortez d'une formation, nous n'accepterons une implantation en fonction, je dirais un peu comme les pharmaciens, de dire là où il manque de médecins, c'est là que l'on vous autorisera à vous implanter, sinon vous aurez des problèmes de non-remboursement de vos activités. En appliquant des contraintes, est-ce qu'on ne sort pas un peu ces médecins de leur activité libérale? Oui, non, mais l'activité est libérale jusqu'à un certain point. Les études sont très longues, donc ils font des efforts considérables pendant de longues années, mais l'État prend en charge la majorité des études. Ensuite, la sécurité sociale, toute leur vie, va rembourser les patients et va leur permettre d'avoir des honoraires. Donc il est normal qu'il y ait une contrepartie. Ça existe dans certains métiers. Éric Dolliger, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, notre balade dans le centre s'achève, de la téléexpertise aux médecins salariés communaux, en passant par la recherche autour du biomédicament. Ici, on invente de nouvelles prises en charge dans un territoire rural et vieillissant pour préserver une médecine de proximité indispensable à l'attractivité de la région. Nous, on poursuit notre route, on reste en contact sur notre compte Twitter. À très bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Mais je pense à cette jeunesse. Sans l'usine, Florent, c'est quoi? C'étaient les derniers hauts fourneaux de Lorraine. Vous allez nous faire croire à nous que connaissant M. Mittal et sa stratégie, qui va garder les outils arrêtés pendant 18 mois. À Florange, des hommes font face aux géants de l'acier Mittal et vont devenir le symbole de la résistance ouvrière. On leur a donné le pouvoir, on leur demande de l'exercer. Christian Thiel a filmé leur lutte au quotidien, une tragédie sociale à hauteur d'homme. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. On a été trahis. Florange, l'acier trompé, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Je suis étudiant en histoire. Dès son apparition sur la scène publique, il fait preuve d'un talent, d'un charisme qui en font un porte-parole idéal.
Il a tenu ses promesses en faisant une belle carrière, même si le premier secrétaire du PS est aujourd'hui critiqué justement par certains pour son manque de charisme. Alors, y a-t-il une manière de faire de la politique quand on est jeune? Quels sont les thèmes et les discours qui permettent d'émerger? Et comment se comporter les têtes d'affiche d'aujourd'hui à leur début? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur les jeunes pousses d'hier et d'aujourd'hui. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Génération République, l'émission qui établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Ce mois-ci, nous allons parler du Parlement. Quelle place dans notre société, quel espace dans la démocratie et quel pouvoir dans notre débat public. Et ce sont les étudiants en droit de l'Université de Créteil qui nous reçoivent. Ils nous feront part de